Le gynécologue obstétricien Zaïd Olatoundi est notre invité. Docteur, bonjour. Bonjour. Nous allons commencer naturellement par comprendre ce que c'est que l'endométriose. Alors, l'endométriose, on va dire que c'est la présence de l'endomètre en dehors de l'utérus, en dehors de sa position normale. L'endomètre, qu'est-ce que c'est? On va dire que l'utérus, vous savez que c'est la poche qui est censée contenir un enfant pendant la grossesse. Donc, à l'intérieur, l'utérus, c'est une poche musculaire. Et à l'intérieur, il y a une couche. Et c'est là où se passe l'anidation, en fait, en début de grossesse. Et c'est aussi cette couche qui pousse chaque mois et qui ressort sous forme de règles. Normalement, dans l'organisme, il n'y a qu'à cet endroit-là qu'on trouve cet endomètre. Mais chez certaines femmes, pour des raisons qui ne sont pas forcément bien connues, on va le retrouver en dehors de ce site. Et ça va être responsable, justement, des signes de cette maladie et des conséquences. Et c'est cette maladie qu'on appelle l'endométriose. Alors, est-ce que la maladie, elle est héréditaire ou bien ça se développe, il y a des facteurs qui favorisent son développement? Elle n'est toujours pas bien connue, la physiopathologie, en fait, le mécanisme par lequel elle apparaît, mais on sait que grosso modo, il y a quand même deux facteurs. Il y a les facteurs héréditaires, parce que quand il y a des parents qui l'ont au premier degré, les chances de l'avoir sont multipliées par 5. Et d'autre part, il y a aussi ce qu'on appelle la théorie de la régurgitation, c'est-à-dire qu'on pense que chez certaines femmes, les règles, en fait, qui sont censées être dans l'utérus et sortir par le bas, ont tendance à refluer à travers les trompes et revenir dans le ventre. Et c'est ça qui amènerait ces cellules de l'endomètre à proliférer en dehors de l'utérus. Voilà. Alors, donc, c'est à peu près les deux théories. Alors, sous nos cieux, l'endométriose est souvent confondue avec les règles douloureuses. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que l'endométriose, c'est une maladie qui va entraîner des règles en général. Il y a des femmes qui ont l'endométriose sans signe, mais l'endométriose, le plus souvent, va se manifester par des règles très douloureuses. Donc, du coup, on a tendance à faire la confusion entre des règles douloureuses qu'on appelle essentielles, c'est-à-dire qu'on va retrouver chez une jeune fille, mais qui vont disparaître après un premier accouchement, aux règles douloureuses de l'endométriose, en fait. Alors, voilà. Comment pouvoir faire la différence entre l'endométriose et les règles douloureuses? Parce que c'est justement à ce niveau que se situe le problème. Sur 4 femmes qui ont des règles douloureuses, il y en a une, statistiquement, qui a de l'endométriose. Donc, je pense que l'un des messages que ceux qui suivent l'émission devraient retenir, c'est que quand on a des règles douloureuses très importantes, associées à un certain nombre d'autres signes, il va falloir consulter des gynécologues pour qu'on essaye de faire le point de savoir si est-ce qu'on ne souffre pas d'endométriose. Alors, parlant de signes, quels sont les signes qui doivent alerter en ce qui concerne l'endométriose? L'endométriose, c'est essentiellement douleur. Et douleur chronique et cyclique, c'est-à-dire pendant les règles, des douleurs qui vont être exacerbées pendant les règles. Ça veut dire des douleurs du bas-ventre. Ça va être associé à des douleurs, par exemple, lors de la défécation, lorsqu'on va au sel. Et ces douleurs vont être exacerbées pendant les règles. On peut avoir aussi des douleurs, ça peut être des dyspareunies, des douleurs pendant les rapports sexuels chez des gens qui ont l'endométriose. Et même, des fois, quelques signes urinaires. Mais tous ces signes vont être exacerbés au moment des règles, en fait, exacerbés au moment des règles. Et dans un second temps, ça peut entraîner des difficultés à avoir des enfants, de l'infertilité. On va en arriver là, mais avant, l'endométriose, est-ce une maladie d'adolescente ou bien une femme âgée peut contracter la maladie à 30 ans ou 40 ans? En général, ça va être autour de 25-30 ans, le profil, mais dans certains cas, on peut les retrouver beaucoup plus tôt. Maintenant, il y a une forme particulière de l'endométriose, c'est-à-dire la présence de l'endomètre dans le muscle utérin, qu'on appelle l'adénomyose, qu'on va souvent retrouver plus tard encore chez la femme. Voilà. Alors, parlant justement des conséquences, vous avez commencé par énumérer quelques-unes. Et qu'est-ce que ça implique pour la femme en termes de conséquences? En termes de conséquences, je dirais que c'est déjà l'altération de la qualité de vie. Et des femmes qui ont de l'endométriose symptomatique, c'est des femmes à l'approche des règles qui vont stresser. Donc ça va apporter une très grande anxiété, même aller vers la dépression parce que... on imagine déjà la douleur. On imagine la douleur, c'est des gens qui ne vont pas pouvoir aller au travail, qui vont être sous perfusion pour calmer la douleur, tous les mois hospitalisés, tous les mois pour pouvoir soulager cette douleur. Donc déjà là, ça altère la qualité de vie en ce qui concerne la douleur.
Et de l'autre côté, il y a la question de l'infertilité. Ça peut entraîner des difficultés à tomber enceinte. Souvent des endométrioses qui vont être sévères. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'on a de l'endométriose que forcément on ne va pas pouvoir faire des enfants. Dans beaucoup de cas, des gens d'endométriose ne le savent même pas et ont plusieurs enfants. Voilà. Et justement, parlant de l'infertilité, de la maladie même d'abord, est-ce que ça se soigne? Est-ce qu'on peut arriver à une guérison totale? Aujourd'hui, non. Pas pour le moment. La science n'a pas encore de solution définitive. Le traitement va concerner essentiellement la prise en charge de la douleur pour améliorer la qualité de vie de la femme. Et c'est souvent par des antidouleurs et des traitements hormonaux aujourd'hui. En cas d'échec, on peut aller jusqu'à faire des interventions chirurgicales qui ne vont pas non plus complètement faire partir, mais ça peut aider, et aussi dans le cadre de la fertilité. Dans le cadre de la fertilité, on peut aller à utiliser des techniques de procréation médicalement assistée. Ok, alors parlant justement de la guérison de la maladie, est-ce qu'il peut arriver que des femmes qui souffrent de la maladie font par exemple l'option qu'on leur retire l'utérus? Oui, ça fait partie des options de traitement. Chez par exemple une femme qui a de l'endométriose mais qui n'a pas de désir de maternité ou qui n'en a plus, si vous voulez, qui n'en a plus, et par exemple qui va avoir un certain âge, au-delà de 35 ans, 40 ans, qui souffre énormément qui a peut-être déjà des enfants. Voilà, qui n'en veut plus. Le fait d'enlever l'utérus peut être une option en fait. Alors, la prise en charge, oui. C'est le gynécologue qui prend en charge l'endométriose ou bien est-ce qu'il y a d'autres spécialistes qui interviennent dans la prise en charge? Essentiellement le gynécologue, mais elle est aussi pluridisciplinaire. Sous-au-dessus, elle est spécialiste de la douleur. Et avec ces spécialistes-là, les patientes vont être gérées en fait. Donc le gynéco, des spécialistes de la douleur, même aujourd'hui, toutes les médecines parallèles, l'acupuncture, tout ça qui vont permettre de soulager et d'améliorer la qualité de vie de la personne, de la patiente. Ok, et vous l'aviez dit, c'est parfois une maladie héréditaire, mais il y a des facteurs qui pourraient créer aussi la maladie. Et est-ce que les femmes, en tant que femmes, on peut éviter la maladie de l'endométriose? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une... je sais qu'il y a eu beaucoup d'écrits sur la question des facteurs alimentaires, manger ceci, ne pas manger cela, mais ça n'a pas fait ses preuves pour le moment. Il n'y a pas de facteur où on peut dire à quelqu'un, si vous évitez ça, vous êtes sûr de ne pas en avoir. Non, je ne pense pas. Mais donc, pour celles qui en souffrent, qu'est-ce qu'il faut éviter de manger, par exemple, qui pourrait aggraver la situation? Ça n'a pas, il y a beaucoup de papiers dessus, mais il n'y a pas de preuve. En fait, c'est pas prouvé scientifiquement qu'aujourd'hui telle ou telle alimentation va vous permettre d'éviter ou de guérir une endométriose. Voilà. Alors, quand on revient un peu à l'endométriose et les règles douloureuses, qu'est-ce que vous conseillez d'habitude aux patients que vous rencontrez? Et quelle aptitude celle, par exemple, qui a les règles douloureuses doit avoir, par exemple, chaque mois? Je ne sais pas. Quel train de vie ou quels devraient être les réflexes d'une femme qui a... Une femme qui sait déjà que l'endométriose ou qu'elle ne sait pas? Qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas les règles douloureuses. Parce que je l'ai dit sous nos cieux pour des raisons parfois sociologiques. Et même les parents, quand la fille a des douleurs, on pense tout de suite aux règles douloureuses et on s'oriente parfois vers la médecine traditionnelle avec des tisanes pour pouvoir calmer la douleur. C'est une réalité sous nos cieux. Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non, ce que je dis, en fait, c'est que quand il y a des règles douloureuses, et en général, ça va se voir assez tôt, quand il y a des règles douloureuses où il y a vraiment de la souffrance et tout ça, il faut consulter. Il ne faut pas banaliser, il faut consulter. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est une maladie qui était caractérisée, qui est toujours même caractérisée par un retard au diagnostic, parce qu'on n'en a pas forcément parlé. Le diagnostic, il faut être assez fin. En général, l'échographie par voie vaginale est assez sensible pour pouvoir diagnostiquer des endométrioses, la forme ovarienne. Par contre, il faut un échographiste un peu plus entraîné, en fait. Un peu plus entraîné pour pouvoir diagnostiquer de l'endométriose dans le pelvis, c'est-à-dire dans le petit bassin. Et derrière, l'IRM
aussi va permettre de confirmer ça ou de nous préciser si on a une endométriose profonde en fait. Donc pour toutes ces raisons, vous comprenez que beaucoup de gens même peuvent consulter et que le diagnostic ne soit pas forcément fait non plus parce qu'il faut les bons échographes et il faut la ressource humaine formée, qualifiée. Et même pour les IRM, ce sont des radiologues référents en fait habitués à ça pour le faire. Est-ce que le service est disponible aujourd'hui au Bénin? Je peux dire l'ensemble de tout ce que vous avez énuméré là. Est-ce que il y a beaucoup de gynécologues au Bénin qui diagnostiquent de l'endométriose, mais si on veut regarder par rapport à la répartition de façon générale, je ne pense pas. Et ça amène à la question des moyens. Aujourd'hui, la médecine, pour des résultats, il faut être pointu. C'est du matériel de qualité, c'est de l'argent. La formation, c'est de l'argent. Voilà. Ok, alors, ce que nous n'avons pas abordé, c'est les différentes formes d'endométriose et qui existent. Et parlez-nous de ces différentes formes. Bon, comme je disais déjà dès le départ, l'endométriose, c'est la présence de l'endomètre en dehors de l'utérus. Donc, ça peut se retrouver dans le muscle utérin, toujours dans l'utérus, mais dans le muscle. C'est ce qu'on appelle de l'adénomyose. On peut l'avoir sur les ovaires. Ça va former toutes ces espèces de kystes qu'on appelle des kystes endométriosiques ou des endométriomes. On peut avoir ces glandes-là aussi sur les intestins. Et quand vous mettez une caméra, quand vous faites une cystoscopie chez une femme qui a une endométriose pelvienne, pendant les règles, en fait, ça saigne aussi dans le ventre. Donc, vous avez des règles dans le ventre. Aussi simple que ça. Et c'est ça du flux normal. En dehors du flux. Oui, puisque l'endomètre est censé s'écouler par le bas parce qu'il se retrouve dans l'utérus qui a une cavité. Ça coule vers le bas. Donc, si vous avez des cellules de cet endomètre dans le ventre, elles réagissent aux hormones aussi. Donc, elles se dégradent aussi et il va y avoir des règles. S'il y a de l'endométriose dans le rectum, on va avoir du sang qui sort dans les selles pendant les règles. S'il y en a dans la vessie, c'est des gens qui vont vous dire « je vois du sang pendant que je fais pipi, pendant la période de mes règles ». Ah là là. Alors, justement, et c'est justement ces signes, ce sang qui se sécrète au niveau du ventre, qui crée cette douleur. Oui, en partie, parce que ça crée une inflammation. Ça va créer une inflammation et c'est ça qui va être responsable de la douleur. Ça va créer aussi des adhérences, des accolements entre les différents organes, surtout dans les formes profondes, et tout ça va être responsable des douleurs. Par exemple, entre l'arrière de l'utérus et le rectum, qui sont normalement des zones contiguës, il va y avoir comme une fusion au niveau de cette zone-là, et c'est ça qui va être responsable, par exemple, des douleurs lors de la défécation, lorsqu'on fait les selles. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux femmes? Vous l'aviez dit, la maladie ne se guérit pas totalement, on peut calmer la douleur. Pour les femmes qui en souffrent et les filles qui font objet de règles douloureuses, quel conseil vous avez à leur endroit? Premièrement, règles douloureuses, il faut consulter. Deuxièmement, lorsqu'on a de l'endométriose, qu'on n'est pas en désir de maternité, on va essayer d'améliorer la qualité de vie avec des antidouleurs. Si ça ne marche pas, le traitement hormonal peut aider à diminuer l'intensité des douleurs. Et si là aussi ça ne marche pas, on peut, tant qu'il n'y a pas de désir de maternité, on peut bloquer les règles. Parce que tant qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de douleur. Donc on peut bloquer les règles. Et souvent ça fait peur, on se dit, mais si je n'ai plus de règles, est-ce que ça n'entraîne pas d'autres conséquences? Pour le moment, non. Ça peut se gérer. Voilà, le fait de ne pas avoir de règles, si on les bloque, ne va pas vous entraîner, faire plus de mal que ça. Que l'endométriose. Voilà. Maintenant, pour celles qui sont en désir de maternité, ça va être la gestion de la douleur. Et derrière, savoir que si c'est vraiment au bout de quelques années, si on n'y arrive pas malgré tout ce qu'on fait, il va falloir consulter des spécialistes de la fertilité pour qu'on les aide avec des techniques de PMA, les inséminations intra-utérines ou même aller jusqu'à la fécondation in vitro pour l'endométriose sévère. Ce que moi je voulais demander pour finir, docteur, est-ce que c'est la douleur lors des relations sexuelles qui font que les femmes qui souffrent de la maladie sont réticentes? Est-ce que c'est la conséquence directe en ce qui concerne l'infertilité? Il n'y a pas que... C'est une des raisons. La principale raison, déjà, c'est que l'endométriose, comme je le dis, il y a du sang dans le ventre, ça crée un environnement inflammatoire qui ne permet pas, en fait, que tous les mécanismes qui vont permettre à la fécondation et tout ça se passent. Dans certaines formes, comme dans l'adénomyose, c'est-à-dire l'endométriose du muscle, ça va entraîner une difficulté à l'implantation de l'œuf. Vous allez avoir des accolements aussi à l'intérieur de l'utérus, à l'intérieur du ventre, en fait, si vous voulez, des adhérences qui vont gêner aussi. Et derrière, vous avez effectivement les douleurs pendant les rapports sexuels qui vont entraîner une raréfaction et une baisse de la libido,
en fait, Chez la femme. puisque les rapports est douloureux. On va en avoir de moins en moins, et quand on fait pas, il n'y a pas de rapport, c'est difficile d'avoir des bébés. D'avoir des enfants. Donc, il y a toutes ces raisons qui vont être responsables de cette infertilité dans l'endométriose. Alors, merci beaucoup, docteur. C'est la deuxième fois que nous vous recevons sur ce plateau. Bruno, on a fait le tour des questions. Docteur Zaïd, très suivi également sur les réseaux sociaux. Vous nous rappelez vos pages parce que sur vous faites, Facebook. En dehors de ces émissions, vous avez des petites capsules que vous mettez en ligne pour pouvoir sensibiliser davantage. Tout à fait. C'est des petites capsules pour pouvoir sensibiliser. En général, une fois par semaine aussi, on a un live où on répond pratiquement à ce genre de questions. En fait, en général, les mercredis soirs, sur les pages Facebook, TikTok donc, les gens et peuvent YouTube. se connecter pour vous poser les questions les mercredis. Les mercredis en général, à 20h, heure de Cotonou en général. D'accord. Et quelles sont ces pages? Donc, c'est la page YouTube, Facebook et TikTok. C'est sur les pages, c'est Dr Zaïd Olatunji, tout court. @Dr Zaïd Olatunji. Le Zaïd, c'est pas... Z-A-Y-D. C'est Z-A-Y. C'est pas Z-A-I tréma, c'est Z-A-Y-D. D'accord, Dr Zaïd Olatunji sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Et sur